Dans un premier temps, nous allons différencier les types d'interprétation et les types d'échelle. Avant d'entrer dans le détail, nous avons ici un exemple d'une grille descriptive analytique. C'est simplement pour vous donner une idée de son organisation. Il s'agit ici d'une grille pour évaluer la compétence écrire les textes variés. On voit donc premièrement à gauche dans la première colonne, on retrouve nos 4 critères d'évaluation. Par la suite, on voit que cette grille est divisée en 4 colonnes, donc 4 niveaux. Ici, c'est un descriptif qualitatif, donc très bien, bien, acceptable, faible. Mais ça pourrait être aussi un descriptif sous forme de cotes comme A, B, C, D ou un descriptif quantitatif sous forme des points. Mais habituellement, lorsqu'on bâtit nous-mêmes la grille, on utilise un seul terme pour décrire les différents niveaux, donc soit le quantitatif, soit sous forme de cotes ou soit les points. Je vous conseille fortement d'éviter les points pour que l'élève soit plutôt à la recherche de comprendre ses difficultés, ses erreurs ou ses bons coups. Donc, voici un exemple d'une grille. Nous avons donc ici une image qui représente la démarche évaluative. À titre de rappel, quelle que soit l'approche pédagogique, la démarche évaluative demeure la même. La démarche d'évaluation donc se fait en 5 étapes, à savoir la planification de l'évaluation. La deuxième étape consiste à la prise d'informations ou la collecte des données. Puis la troisième étape concerne l'interprétation. La quatrième étape, c'est d'analyser et porter un jugement sur l'évaluation des apprentissages des élèves pour finalement les communiquer, que ce soit aux élèves ou aux parents ou à la direction ou à toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ces résultats comme des orthopédagogues, des psychopédagogues ou des techniciens de l'éducation et de ses collègues, etc. Donc, pour revenir à notre sujet, il se trouve à la troisième étape. Selon Durand et Chouinard, l'interprétation est une étape cruciale car elle consiste à donner un sens aux données recueillies afin de porter un jugement de qualité et de prendre des décisions adéquates. Interpréter donc, c'est comparer les données recueillies avec ce qui est attendu. L'interprétation se fait lorsque l'enseignant juge qu'il a assez d'informations. Elle doit être instrumentée, c'est-à-dire qu'on doit utiliser les types d'instruments tels que la grille d'évaluation ou les fiches d'auto-évaluation. Dans la littérature, nous avons 3 types d'interprétation. L'interprétation que nous allons voir en premier, c'est l'interprétation normative. Elle vise la comparaison sociale, donc elle est utilisée pour comparer les élèves entre eux. L'interprétation normative se fait à partir d'examens de connaissances, donc par exemple la question choix multiple, la réponse courte ou bien la réponse à développement. L'interprétation se fait par la correction des tests et des examens. Ensuite, nous avons l'interprétation critériée. Donc, celle-ci vise à situer l'élève à partir des critères d'évaluation. Elle se fait à partir des critères préétablis pour analyser une tâche complexe. Elle est utilisée pour comparer les données recueillies avec ce qui est attendu. L'interprétation critériée sert à décrire ce dont l'élève est capable sans le comparer aux autres élèves et elle fournit une rétroaction détaillée à l'élève visant une régulation de ses apprentissages. Dans l'interprétation critériée, les critères doivent être définis sous forme de manifestations observables. Puis finalement, le dernier, c'est l'interprétation dynamique. Ce type d'interprétation tient compte des progrès de l'élève à différents moments de son apprentissage. Donc, c'est vraiment l'élève par rapport à l'élève. Alors, c'est comme si on situait le profil de l'élève, où il en est au début de l'année, puis on le situait au milieu de l'année, puis on le situait à la fin de l'année, puis on voit sa progression.
L'interprétation se fait surtout par observation de l'enseignant et elle est surtout utilisée dans les plans d'intervention individualisés. Donc, l'interprétation normative qu'on venait de parler tantôt est très reconnue avec la fameuse courbe de Gauss. Il y a donc des logiciels qui vont rentrer vos notes et puis qui va s'arranger pour que cette courbe-là apparaisse. Si on essaie d'interpréter les résultats qui sont là, ça veut dire que 2% d'élèves se situent à l'extrémité et 2% se situent à l'autre extrémité. Il y a 14%, puis 14% et 34% plus ou moins au milieu. Donc, l'interprétation normative est très réputée et surtout pour ceux qui font de la mesure. On compare la note aux autres élèves de la classe, on compare la note aux autres élèves de la commission scolaire pour le cas du Québec par exemple. On peut aussi comparer la note aux autres élèves de la province ou bien aussi d'autres pays, par exemple pour le test PISA. Tandis que l'interprétation critériée, comme je viens de le dire, c'est vraiment par rapport aux critères. Donc, par rapport à une production, on va définir quels sont les critères et à partir de ces critères, on va voir comment l'élève se situe. Et ainsi, on va pouvoir savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses par rapport aux critères qu'ils ont mieux réussi et les critères qu'ils ont moins bien réussi. Et pour l'interprétation dynamique, c'est vraiment selon la progression, comme si il y a une activité que vous faites, par exemple, à toutes les semaines. Je donne un exemple. Si vous faites des mots de vocabulaire toutes les semaines, alors les élèves pourraient chaque semaine, s'il y a 10 ou 20 mots, faire un graphique sur combien qu'il a réussi à chaque semaine. Et là, on pourrait voir s'il y a une progression à chaque fois. Alors, il y a des outils qui peuvent nous aider à interpréter, donc ce sont les échelles. Nous pouvons voir sur le schéma qui est ici la typologie des échelles qu'on utilise. Dans les échelles qu'on utilise, il y en a deux grands types avec trois composantes. Le premier type, c'est l'échelle oui-non, donc les échelles d'économique, qui ressemblent à des listes de vérifications, mais pour porter notre jugement, ce n'est pas très efficace. Ensuite, ici sur l'échelle sous forme de continuum, c'est beaucoup mieux que l'échelle oui-non. Dans le continuum, il y a au moins 3 échelons. Il peut être des échelles uniformes ou des échelles descriptives. Les échelles uniformes, il y en a des différents types: quantitatif, qualitatif, graphique, numérique, figuratif et alphabétique. Alors, l'échelle sous forme de continuum est plus efficace que l'échelle dichotomique, mais il n'est pas plus efficace que l'échelle descriptive. Et finalement, l'échelle descriptive, il y en a deux sortes, analytique et globale, et celle-là nous permet vraiment d'avoir un jugement qui est efficace. Le choix du type de grille se fera donc selon l'intention. Pour l'échelle dichotomique, elle sert donc à bâtir des listes de vérification ou des aides-mémoires. L'échelle uniforme, elle sert à bâtir des grilles d'appréciation ou d'observation. Et enfin, l'échelle descriptive sert à bâtir des grilles d'évaluation. Entrons un peu plus en détail pour chaque type d'échelle. Pour le cas d'échelle dichotomique, elle est caractérisée par une dichotomie, c'est-à-dire une division entre deux éléments. Par exemple, elle expose la présence ou l'absence d'un indice, le succès ou l'échec. Elle est facile à réaliser et prend peu de temps, mais ne permet pas de nuancer le jugement ni de qualifier la production. On va juste demander à l'élève: est-ce que tu avais ça? L'élève répond oui. Est-ce que tu as réalisé ça? L'élève répond oui. Nous avons ici à droite l'exemple des grilles où les critères suffisance et pertinence des idées sont décrits par différents indicateurs
et l'échelle est dichotomique avec un oui ou un non. Donc, la dichotomie entre le premier terme et le deuxième terme. Et qu'est-ce qu'on trouve souvent dans ces listes de vérification-là? C'est la consigne de la tâche. Premièrement, tu fais ça. Deuxièmement, tu fais ça. Troisièmement, tu fais ça. Puis finalement, on met une grille pour demander est-ce que tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Comme on dit, ces échelles-là peuvent aider l'élève à suivre la démarche, à suivre les procédures, mais le problème avec ces échelles-là, que quand c'est juste oui ou non, les élèves, plus ils sont vieux, ils marquent juste oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une façon pour pallier à cette difficulté-là. On met l'énoncé, l'élève répond oui, je l'ai fait. L'enseignant va vérifier. Et si l'enseignant trouve que ce n'est pas oui, il va dire à modifier. Donc, l'enseignant va faire un crochet dans la colonne à modifier. Et ensuite, l'élève va revenir pour refaire sa réponse. Puis, l'enseignant aura juste à vérifier si l'élève a fait la consigne qui a été demandée. Ensuite, il est apparu les échelles uniformes. L'échelle uniforme présente une seule échelle composée d'échelons qui s'étend sur un continuum progressant d'une extrémité intérieure à supérieure. Elle représente un avantage pour son élaboration simple, mais pour l'utilisateur qui doit se positionner sur un échelon sans description, il peut être difficile de porter son jugement. Nous allons donc énoncer certains indicateurs. L'élève forme correctement les hypothèses et l'élève utilise efficacement des instruments. L'élève propose des explications claires. Dans l'exemple ici, nous avons l'échelle qualitative. Qu'est-ce qui est important dans l'échelle qualitative? Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on reste dans le même registre. Dans notre exemple, l'échelle insiste sur la manière dont les choses se produisent, donc de manière très satisfaisante, peu satisfaisante ou insatisfaisante. Les indicateurs doivent vraiment évaluer, juger en fonction de cette échelle. Finalement, l'échelle qualitative peut porter sur la manière, la fréquence et l'état. Nous avons donc deux types d'échelles uniformes. Elles peuvent être quantitatives ou qualitatives. Les deux se réfèrent à un continuum. Le continuum peut être de 3 à 6 niveaux, mais habituellement, au moins 3, mais pas plus que 6. Ça l'aide un peu plus à porter un niveau parce que ce n'est pas un oui ou un non, il y a une nuance. Dans l'exemple que nous avons ici, le premier type, donc, c'est l'échelle alphabétique, l'échelle qu'on peut trouver A, B, C, D. L'important de savoir est-ce que le A c'est le meilleur ou c'est le D qui est le meilleur. Mais habituellement, le A c'est le meilleur. Ensuite, les échelles numériques, donc les échelles uniformes quantitatives, pour quantifier la progression de ces critères et de ces indicateurs. Ils sont quelquefois mélangeants parce que des fois, on peut décider que c'est un le meilleur, mais les enfants peuvent considérer le 4 parce que ça fait 4 points pour eux autres. Donc, il faut bien mettre au clair la légende. Aussi, nous avons les échelles sous forme de graphiques. Les graphiques représentent, comme dans l'exemple qui est ici, 4 sur 4, 3 sur 4, 2 sur 4 et 3 sur 4. Nous pouvons aussi avoir pour les petits du préscolaire et du premier cycle les échelles qu'on appelle figuratives. Les échelles figuratives, alors, qu'est-ce qu'on essaie d'éviter? On essaie d'éviter les bonhommes sourires parce que les bonhommes sourires, c'est plutôt le niveau de satisfaction, mais pas le niveau de réussite. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de trouver quelque chose qui ressemble comme, ça peut être la lumière. Donc, la lumière rouge, la lumière verte, la lumière jaune.
Donc, pour l'exemple qui est ici, nous avons la température. Il fait soleil, il est nuageux, il pleut. Donc, c'est quand même un peu facile pour les élèves. Eux-mêmes, ils peuvent s'auto-évaluer en même temps. Les échelles uniformes sont quand même différentes de celles de dichotomiques, mais ils ont des limites. Alors, on disait que les échelles uniformes sont faciles à élaborer, mais la limite, c'est au niveau de la fidélité. C'est-à-dire que quand on regarde les exemples dans les grilles à l'échelle qualitative, il est écrit très satisfaisant, mais il n'est pas défini ce qui est très satisfaisant. Donc, un prof pourrait juger très satisfaisant, puis un autre prof qui corrige le même travail pourrait juger satisfaisant. Donc, le fait que ce ne soit pas défini qu'est-ce qui est satisfaisant ou très satisfaisant, ça a des lacunes au niveau de fidélité. Mais ça donne quand même une idée de force et de faiblesse de l'élève. Il n'est pas trop long à utiliser. L'élève peut l'utiliser, l'enseignant peut l'utiliser, les parents peuvent l'utiliser, mais pour porter notre jugement, ce n'est pas ce qui est le plus utile. Alors, c'est pour ça qu'il est apparu les échelles descriptives. On dit que les échelles descriptives, c'est pour un portrait de qu'est-ce qu'on attend dans très satisfaisant ou qu'est-ce qu'on attend dans satisfaisant pour que tout le monde, quand on évalue, on puisse évaluer à peu près de la même façon. Donc, on appelle ces descriptions-là les descripteurs ou des portraits. Donc, ça permet de comparer l'élève à ce qui est demandé par rapport à chacun des critères. Donc, on fait un portrait pour chacun des critères. L'échelle descriptive est composée de critères et de descriptions. Donc, chaque descripteur est associé à un échelon. La description permet d'apprécier, d'interpréter et de juger de la qualité de la performance. Sa conception est complexe, mais permet de faire état du progrès vers la maîtrise de la compétence en offrant une rétroaction de qualité aux élèves. Par exemple, dans l'exemple qui est ici présenté pour une grille descriptive en mathématiques, les critères sont le respect des contraintes de la situation problème et l'exactitude de la calcul d'air. Pour chaque échelon qui sont A, B, C, D, nous avons donc un descripteur qui va donc évoluer, progresser l'indicateur ou les critères. La progression des descripteurs ici indique comment les critères peuvent évoluer par rapport à la tâche ou à la production de l'élève. Il s'agit de produire un descripteur en fonction du critère et l'évolution de manifestations observables de cet indicateur. Alors, on est rendu au type d'échelle descriptive. Pour nos échelles descriptives, donc, nous avons deux catégories, analytique et globale. Celle qu'on connaît davantage, donc, c'est l'échelle analytique. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici à propos de descriptive analytique? On dit que c'est une notion de type qualitatif, donc ça donne des renseignements qui sont descriptifs, qui concernent qu'est-ce qu'on peut observer. Donc, c'est très important que le portrait dise qu'est-ce qu'on pourrait observer. Il ne faut pas donc marquer qu'est-ce qu'on n'observe pas. Il faut aussi situer les critères des réussites ou la production attendue. Et puis, on dit aussi que les observations sont plus précises parce qu'elles sont décrites. Ensuite, quand l'élève n'est pas dans le fond de la grille avec l'échelon alphabétique, donc le A, le B, le C et le D, il sait ce qu'il doit faire pour avoir l'échelon A, donc l'interprétation est beaucoup plus fidèle. Nous avons ici un exemple d'une grille descriptive analytique. Je vous demanderai de mettre sur pause la vidéo afin de voir les détails. Il s'agit d'une grille pour évaluer la compétence écrire des textes variés. Il y a également le type d'échelle qu'on appelle global ou holistique. Donc, ça donne des portraits des comportements qui sont attendus, mais cette fois-ci, il n'y a pas de critères comme tels,
Même si la description comprend les différents critères sur lesquels est basé le jugement, donc ça fournit un jugement général. Puis il y a un seul axe et à chaque niveau, on a un portrait qui est représenté. Et finalement, nous avons ici un exemple d'une grille descriptive globale. Je vous demanderai une fois de plus de mettre sur pause la vidéo afin de voir les détails. Il s'agit ici d'une grille d'évaluation en mathématiques pour la compétence résoudre des situations problèmes.